À l'approche des beaux jours, Ambre est un peu comme nous tous. Elle rêve de trouver la tenue qui la mettra en valeur cet été. Salut! Ça va bien? Ça va toi? Oui. T'es venue voir les petites robes? Dans cette boutique de Béziers où elle a ses habitudes, la vendeuse lui a mis de côté 2 modèles. Avec une coupe bien droite. Et je te laisse regarder. Tu as aussi celle-ci avec un petit nœud sur le devant. Jette un petit coup d'œil. Commence alors l'épreuve tant redoutée. L'essayage. Et là, il y a comme un problème. Je rentre dedans mais ça ne tombe pas bien. Ça dépasse, ça déborde. Je sortirai pas comme ça. Là c'est même pas la peine. C'est hors de question. Pour pouvoir s'offrir cette robe, Ambre va devoir perdre les quelques kilos qu'elle a pris cet hiver. Rendez-vous bientôt alors? Bah dans un mois. Ciao. Alors pour cela, direction le supermarché. À 38 ans, cette mère au foyer est bien décidée à se lancer dans un nouveau régime. À partir d'aujourd'hui, plus de chips, ni de chocolat. Franchement, je vais être honnête, j'attaque la tablette, je la finis quoi, je sais pas faire autrement. Disons qu'il faut pas qu'elle soit à la maison, voilà. Comme tout le monde, elle passe d'abord par le rayon fruits et légumes. Mais cela ne suffit pas à faire un repas. Pour mincir tout en mangeant à sa faim, parmi toutes les méthodes de régime, Ambre a misé sur les substituts de repas. Dans ce rayon, il y en a des dizaines. Alors, moi en premier, ce qui va m'attirer, c'est les barres chocolat, cœur, saveur praliné, forcément. Des bars, mais aussi des soupes, des milkshakes conçus spécialement pour remplacer le traditionnel steak frites. Peu caloriques et riches en protéines, ils nous promettent de perdre du poids sans risque de carence. Prix de la boîte, entre 5 et 7 € pour 6 repas. J'ai vu des personnes qui en utilisaient, qui étaient plutôt minces. Je me suis dit que finalement, quelque part, c'est que ça doit bien fonctionner. Ambre ne perd pas une minute pour entamer son nouveau régime. Pour le déjeuner, une tomate et 2 barres comme préconisé par la marque. 236 calories seulement. Alors, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça va. Ça passe bien, hein, ça se mange bien. Faut voir sur la longueur si on s'en lasse pas. Dans un premier temps, Ambre a décidé de tester ses substituts de repas durant 1 mois. Avec l'espoir de perdre du poids avant l'été. 72, oui. Son objectif est ambitieux, moins 5 kilos. Pour affiner sa silhouette, il y a bien sûr le sport. Mais passer des heures à la salle de gym, pour certains, non merci. Alors si vous souhaitez retrouver votre taille de guêpe, l'autre méthode, ce sont les substituts de repas. Leur promesse, un régime express à l'approche de l'été. D'un côté, les poids lourds du secteur. De l'autre, de nouveaux acteurs bien décidés à s'imposer en partant à la conquête d'une clientèle beaucoup plus jeune sur Internet. Alors ces substituts de repas nous font-ils vraiment perdre du poids ? Sont-ils sans danger pour notre santé ? Le printemps, c'est la haute saison pour le marché des substituts de repas. Bonjour. Dans ce centre logistique près de Lyon, ce e-commerçant doit en ce moment faire face au pic de l'année. 20 000 commandes sur leur site, rien qu'en mai. C'est le mois de la minceur, ça marche très très fort et c'est en ébullition. Sur Internet, il propose 55 substituts différents qui représentent déjà le tiers des ventes. Avec à chaque fois la même promesse. Une personne en bonne santé qui n'a pas de problème particulier va pouvoir perdre en moyenne 2 kilos par semaine. 2 kilos par semaine, en remplaçant simplement 2 repas par jour par des substituts. Cette méthode minceur a rapporté gros à l'entreprise, 750 000 € l'année dernière. Mais alors que contiennent ces plats préparés ? Avec son associé, Fabrice Sanchez a lancé sa propre gamme il y a quelques années et a accepté de nous en montrer la fabrication. Bonjour Fabrice, bonjour Dominique, bonjour Jean-Michel. Bienvenue. Cela se passe dans cette usine, à une centaine de kilomètres de Lyon. Dans le stock,
tous les ingrédients qui entrent dans la composition des substituts de repas. En fait, essentiellement des poudres. Nous avons beaucoup de protéines de lait, puisque sur un certain nombre de produits, on utilise des protéines de lait. On a également des protéines d'œufs entiers, des protéines de blanc d'œuf. Dans les substituts, les protéines servent à couper la faim sans perdre de masse musculaire. Nous avons des arômes, beaucoup d'arômes naturels. Ici, nous avons notre cacao. Les arômes, eux, sont là pour donner du goût. En tout, une dizaine d'ingrédients sont mélangés dans ces cuves, puis conditionnés en barres ou en sachets, pour être transportés facilement par les clientes et consommés partout. Mais l'élaboration d'un substitut de repas n'a rien d'une tambouille. Marine, bonjour. Elle obéit à une réglementation très stricte de l'Union européenne. Dans ce laboratoire, Marine, ingénieure, concocte les prochains produits minceurs de la marque. Cet après-midi, une soupe du jardin à base de légumes déshydratés. La tomate, l'épinard qui donnait un peu pour donner le côté un peu vert. Le persil, les carottes. Des légumes, mais aussi des arômes, des protéines, des vitamines et des minéraux. Chaque quantité est très précisément définie par la législation. Donc 12 vitamines, dont la riboflavine qui donne la couleur jaune. Pour que le substitut de repas fasse maigrir, il doit être hypocalorique. Minimum 200 calories, maximum 250. C'est là aussi strictement encadré. Elle doit donc remplacer au maximum le sucre par des édulcorants. On a du sucralose, de l'acésulfame de potassium, également de la stevia dans certaines recettes. C'est des additifs qui vont être utilisés en très petite quantité et qui vont avoir une note sucrée assez intense. Les substituts de repas sont donc un assemblage de poudres naturelles, mais aussi chimiques. Et toutes ne seraient pas sans danger pour notre santé. Parfait. À Paris, c'est l'avis du docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste à la Pitié-Salpêtrière. Selon lui, les édulcorants industriels utilisés pour remplacer le sucre seraient néfastes pour notre santé et pourraient dans certains cas provoquer des cirrhoses. Vous avez quand même des sucres, des glucides. Donc les glucides, c'est le nom générique des sucres, dont des sucres qui vont être des sucres plus raffinés. Il y a du sirop de glucose-fructose. Il y a des gens qui peuvent développer certaines maladies métaboliques, c'est-à-dire des prises de graisse, par exemple, dans certains organes, comme le foie. Un risque qui n'a pas empêché l'Autorité européenne de sécurité alimentaire de valider la mise sur le marché des substituts de repas. Mais dans son étude, l'EFSA est très claire, ils sont strictement réservés aux personnes en surpoids. Une préconisation dont ne semblent pas se soucier certaines marques. Sur les réseaux sociaux, Lundell a mis en place une campagne marketing très offensive pour conquérir des clients et des clientes toujours plus jeunes et surtout toujours plus minces. Lundell vit à Pontoise, en banlieue parisienne. À 28 ans, Cécile n'a que quelques kilos superflus à perdre. Le premier qui vient. Elle s'est pourtant laissée tenter par ces nouveaux substituts lancés il y a 2 ans. Celui-là, c'est un goût cookie crème. Donc en gros, ça imite un petit peu le goût des biscuits Oreo. Donc chocolat, crème, etc. Et c'est votre repas ? Ouais, c'est mon repas du soir du coup. Un seul de ces berlingots suffit à remplacer un repas. Dans la boîte, il y en a une dizaine et sur chaque emballage, une petite phrase pour motiver les clients. Il y en a des humoristiques. Là, on a si on peut en rire plus tard, pourquoi pas maintenant. On devrait toujours être légèrement improbable. Et après, il y a des choses un petit peu philosophiques, un peu carpe diem. La meilleure façon de vivre ses rêves est de se réveiller. C'est chouette parce que comme un régime, c'est pas toujours facile à gérer. Bah là, c'est un côté vraiment sympa. À l'intérieur, une simple poudre aux pépites de chocolat. En un mois, elle a déjà perdu 2,5 kg. Salut, bon appétit. Et voilà. Pour le dîner, c'est sandwich au jambon pour Benjamin et milkshake hypocalorique pour Cécile. Ces substituts de repas, elle les commande sur le site de la marque. Des programmes de 5 à 28 jours,
entre 40 et 180 €. 2 berlingots par jour. Il y a par exemple cheesecake citron, il y a un cappuccino pour ceux qui préfèrent. Il y a le classique chocolat aussi. C'est hyper coloré honnêtement, enfin, c'est super girly en plus, quoi. Je sais que ça donne envie. C'est vraiment une marque qui est jeune. Et par exemple, moi, c'est vrai que je vois pas ma grand-mère prendre ça au shape par contre. Je pense que c'est vraiment dirigé à une certaine classe d'âge et ça fonctionne, clairement ça fonctionne. D'autant que la marque sait comment faire sa pub grâce à ses meilleurs clients, à 95% des femmes. Elle a mis au point ce concours qui propose le remboursement d'un programme à 2 d'entre elles chaque semaine. Celles qui auront diffusé sur Internet le plus de photos de leur régime et de ses résultats. Du coup, après un mois de cure... Ben, tu peux venir m'aider avec la photo, s'il te plaît ? Cécile va aujourd'hui tenter sa chance. Je vais poster l'avant-après. Si jamais je peux me faire rembourser la cure, ben, on est content, je pense. Hein. 180 € à la clé. Cécile s'était prise en photo il y a un mois. Elle va maintenant poster les 2 clichés sur un célèbre réseau social. Avant, ensuite, après... Ah oui. Ça a changé. Ah bah c'est clair. Du coup, je fais quoi ? Je vais mettre sur Instagram pour finir la cure. Dans 48 heures, elle saura si elle a gagné le concours. Allez. À Paris, de l'autre côté de l'écran, les publications de Cécile sont passées au crible. Là, on a une femme qui a perdu 2,5 kg. Elle l'a beaucoup posté pendant son challenge. Au siège de la marque de berlingots, c'est l'heure des délibérations. L'entreprise va désigner les gagnants du concours de la semaine. Elle est sympa cette photo avec merci. T'as vu, grave, elle tous les berlingots elle a fait un merci parce qu'elle nous remercie, qu'elle a perdu 3,5 kg en 14 jours. Je pense que c'est cool, on peut faire gagner. Ils doivent sélectionner 2 clients parmi plusieurs centaines de candidats. Et là, on avait aussi le monsieur, comme on a un peu moins de garçons, c'est intéressant de le mettre en avant aussi. Les gagnants sont souvent les clients qui ont réalisé les pertes de poids les plus spectaculaires. Par exemple, on a une personne qui a fait un petit montage avec toutes ses mensurations ici. Bon bah là, c'est sympa de faire gagner parce qu'il y a un effort qui a été fait, donc c'est beaucoup en termes de contribution à la communauté. Pour annoncer les résultats, ils publient le nom des gagnants dans un message public. Et pour motiver les 130 000 membres de leur communauté à consommer leurs berlingots, ils laissent en prime cette phrase un peu provocatrice à destination des perdants. Les inventeurs de ces berlingots ne sont ni médecins, ni nutritionnistes. Raphaël Wetzel et Steven Torjman sont diplômés d'HEC. À leur sortie d'école, ils voulaient simplement monter leur boîte et ont parié sur les substituts de repas. On cherchait un projet tous les deux et il est venu et il m'a dit tu crois pas qu'on peut faire quelque chose sur la minceur, le bien-être, et on s'est rendu compte que c'était une catastrophe en fait. Quand on était jeune, dynamique et qu'on voulait se remettre en forme, il n'y avait rien quoi. Leur objectif à l'époque, révolutionner totalement l'image des substituts, en faire des produits de désir à destination des jeunes. Pour cela, ils doivent constamment proposer de nouvelles saveurs. Il y en a déjà 14 et ils comptent bien en sortir 5 de plus. À chaque fois, ce sont leurs jeunes employés qui testent le produit. Inès, donc qualifié, tu peux goûter. Marion. Comme si vous avez... Toi aussi qualifié, goûter. Au banc d'essai aujourd'hui, le goût tarte aux fraises que les patrons veulent lancer avant cet été. Merci Jess. Ok, alors allons-y. Si vous donnez un feu vert, on lance la prod. Un produit de régime rose bonbon avec de petits morceaux de biscuits. Moi, je trouve que ça manque de fraises. Mais... Ouais, moi aussi, je trouve l'acidité. Oh non, c'est trop fort, je trouve. Moi, j'aime bien. Mais par contre, Pas les que ça biscuits, fasse médicament. Et... Ouais, voilà. Mais le gâteau, il est bien, il croustille bien. Avec ses saveurs toujours plus proches des pâtisseries, la marque veut faire oublier la fonction première des substituts de repas. Gommer l'image du produit de minceur pour en faire un produit gourmand. Nos concurrents ne sont pas du tout les acteurs en pharmacie, mais directement Starbucks. Donc on voudrait qu'il y ait quelqu'un qui prenne autant de plaisir à prendre un sous-shape que prendre un milkshake dans des fast-foods. Des substituts goûteux et colorés, devenus glamour sur les réseaux sociaux. Voilà qui inquiète certains nutritionnistes. À Paris,
nous sommes retournés voir le docteur Cocolle. Selon lui, le marketing agressif de la marque au berlingot serait dangereux. Ne tombez pas dans ce piège de challenge sur Internet. Parce que là, vous allez développer des troubles du comportement alimentaire dans lesquels vous allez rentrer comme dans un entonnoir et vous n'arriverez plus à en sortir. Après, on est dans l'orthorexie, c'est-à-dire que l'obsession minceur coûte que coûte. Les réseaux sociaux sont pro-anorexiques, donc les téléréalités, on voit très bien le profil des filles qui y vont, qui sont complètement obsédées par leur paraître, etc. Ça, dépannage, oui. Consommation quotidienne, en aucun cas. Mais alors, que fait la marque pour s'assurer du bon usage de ses produits? Retour dans ses bureaux. Ça va les filles, tout se passe bien? Ça va, super. Ici, c'est Inès qui s'occupe de suivre les clientes sur les réseaux sociaux. Chaque jour, elle publie des centaines de messages. On va lui souhaiter un excellent challenge. À chaque fois, des encouragements à continuer. Jamais de mise en garde. Même quand la cliente semble basculer dans l'extrême minceur. Elle est pas très grosse, elle. Alors ça, je sais pas. C'est vrai qu'on a parfois des consommateurs qui, selon les critères, après c'est des critères de chacun, mais c'est des gens qui sont sportifs, qui veulent un peu s'affiner et qui ont un critère d'exigence de leur ligne qui est très très poussé, donc ils ont envie d'être très très tonique tout le temps. Et nous, on part du principe qu'on ne doit pas... c'est pas à nous de juger. Est-ce qu'il y a besoin de perdre ou pas de perdre, c'est pas à nous de le dire. Donc nous, on encourage les gens, peu importe leur démarche. Un détachement bien pratique, mais légal. Puisque l'entreprise n'a pas de responsabilité juridique. Les substituts de repas ne sont pas des médicaments. Un mois plus tard, retour à Béziers. Ambre termine son régime. C'est sa dernière barre. Elle espérait perdre 5 kilos pour entrer dans sa petite robe d'été. Cet après-midi, c'est l'heure du verdict. Je suis à 70, donc normalement j'ai perdu 2 kilos. 2 kilos de perdu, la faute à quelques écarts de grignotage. Ambre est toutefois satisfaite et va continuer la cure. Je me trouve un peu changée, oui, au niveau du ventre, au niveau du gainage du ventre. En fait, ça s'est globalement un peu affiné. Dans la majorité des cas, les substituts permettent de perdre du poids les premiers mois. Mais après, la désillusion peut être cruelle. En banlieue parisienne, c'est ce qui est arrivé à Anne et Laetitia. T'étais gonflée, hein. T'as vu comme le ventre, mais c'était du combien là? Ça, la veste, c'est du 56. 6, hein, ouais. Là. Et le pantalon, 54. Amies de longue date, elles ont essayé ensemble les substituts de repas. Pour elles, l'expérience a été catastrophique. Et nous a arrêtés. Moi, j'ai repris pas loin du double de ce que j'avais perdu. Donc, on pense pour annihiler cette frustration qu'on a eue pendant 2 mois, on va aller manger. Tu mangeais plus. Vous en arrivez quasiment à vous rendre malade, enfin en tout cas pour moi, à manger tellement pour remplacer tous les goûts qu'on n'a pas eus que c'était presque à s'écœurer. Après leur cure, les compulsions alimentaires ont duré plusieurs années. Super, hein. Ah, tiens, ça c'est la livraison. C'est la livraison. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Bonjour. Merci. Oui, entrez. À l'intérieur du carton, pas de substitut, mais de vrais repas. Alors, est-ce que tu t'es commandé? Ça, c'est salade. Ça, c'est soupe. Là, on a des risottos. Pour 200 €, Laetitia a commandé ce régime clé en main. Pendant 15 jours, elle va remplacer tous ses repas par ces petites barquettes très peu caloriques. C'est le même principe que les substituts alimentaires, mais avec des produits frais. Ce soir, on fait l'autre qui me plaît, la tagine pour Anne, et moi, je prends les crevettes. Pour le dîner, Laetitia n'a plus qu'à réchauffer le plat. Le rêve. Ce programme minceur a été élaboré par un grand chef. C'est bon, le bol, le blender. Mauro Calagreco, 2 étoiles au Michelin. Avec son associé Vincent Guillet, ils préparent aujourd'hui une nouvelle recette à intégrer au régime. Du lieu noir aux légumes. Alors, Vincent, on va faire avec les fenouils, on va faire un petit coulis. Ils ont choisi les ingrédients pour que le plat soit à la fois léger en calories. Ça va donner des croquants.
Savoureux et équilibré. La chia, qui c'est cette graine très riche en oméga 3. Et plus étonnant, il ajoute même du gras. Le beurre, si on ne l'utilise pas en excès, ça va nous apporter différentes vitamines et différents gras. Pour perdre du poids, tout est donc une question de dosage. L'idée, c'est effectivement de tout simplement faire de la cuisine la plus équilibrée possible pour que les gens puissent suivre un programme sans vraiment avoir l'impression d'être au régime. Leur promesse, moins 4 kilos par mois en moyenne. Chez Laetitia, c'est l'heure de passer à table. Ça sent bon, j'ai trop faim. Depuis qu'elle a commencé le programme il y a 6 mois, elle a déjà perdu 25 kilos. Tout ce qu'elle avait pris à cause des substituts de repas. Moi, je suis contente de manger, parce que je mange, en vrai. Je suis pas en train de m'affamer. Je suis pas à me dire, bon, je vais ouvrir ça et puis terminé, quoi. On mange en vrai, avec un vrai repas. Tu te prends pas la Pour tête. se sentir bien l'été, mieux vaut donc éviter le régime du printemps. La belle saison se prépare toute l'année en mangeant sain et équilibré. Ah, mais toi, t'es pas dans la même... On cherche le sucre, le rayon sucre. Voilà. Le sucre, gagné. Savez-vous que chaque année, chaque Français consomme en moyenne 34 kilos de sucre. C'est 2 fois plus qu'il y a 15 ans et c'est un vrai problème, disons-le clairement, de santé publique. Alors, faut-il croire les promesses de ces nouveaux produits censés remplacer le sucre, ces produits naturels comme le sirop d'agave ou encore la stevia? Ils ont, vous l'avez sans doute remarqué, envahi nos rayons de supermarché, mais sont-ils vraiment moins caloriques, comme l'affirment les étiquettes? C'est une enquête signée Pauline Jacquelin. Allez. Mercredi après-midi, près de Strasbourg. Attention. C'est jour de course pour Cédric, père au foyer. Tu me donnes la main? Avec Maëva, sa fille de 5 ans, il compte préparer des gâteaux pour le goûter. Il leur faut des œufs, de la farine et bien sûr, du sucre. Mais dans ce rayon, Cédric a changé ses habitudes, préoccupé par sa ligne. J'ai un problème de surpoids. Et donc j'essaye maintenant de faire attention justement aux aliments, notamment le sucre. Depuis 2 ans, le jeune papa a chassé le sucre blanc au profit du sirop d'agave. Je ne mets pas du tout de sucre. Je remplace complètement le sucre par ce sirop. Que ce soit pour du thé, pour des yaourts, pour des gâteaux comme aujourd'hui. Un choix pourtant coûteux. 10 € le kilo, 10 fois plus cher que le sucre en poudre. Mais pour Cédric, garder la ligne est à ce prix. T'appuies sur le verre? Tu appuies toi sur le verre? Attends, pas encore. De retour à la maison, Maëva prend les choses en main. Voilà. Comment? Mais non, c'est pas une coquille. Touche pas. Mais non. Un mixeur. La recette? Des muffins légers à base de carottes et de sirop d'agave. Grâce à son fort pouvoir sucrant, Cédric peut en mettre moins que du sucre blanc. En théorie, pour le sucre, on serait à 8, 16, 24, donc on serait à 240 grammes de sucre. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que j'en mets 150 grammes, mais de sirop d'agave. Bon. Soit 2 fois moins de calories. Tu le mets dedans, tu le mélanges. Le sirop s'incorpore comme le sucre à la préparation. Reste à ajouter beaucoup de cannelle et à bien malaxer. Puis direction le four pour 25 minutes de cuisson. Et voilà, les gâteaux, tout chaud encore. Hein. Pour le goûter, Cédric a invité Christelle, sa belle-sœur, et les cousins de Maëva. Et le jeune papa sucre aussi son thé au sirop d'agave. Je t'en mets un peu? Vas-y. Tu verras. Je teste. Tu verras, après tu prendras plus jamais de sucre. Voilà. Comme Cédric, les Français sont de plus en plus nombreux à s'y convertir. Le marché du sirop d'agave croît de 20% chaque année. Très bon, léger en sucre et il a du goût, quoi. Ça manque pas de sucre? C'est léger. Enfin, non, ça me dérange pas. D'accord. Voilà. Le sucre blanc, l'un des ennemis de notre santé. La dose recommandée est de 5 morceaux par jour, pourtant nous en mangeons presque 4 fois plus. Mais l'aspartame n'a plus la cote. Alors pour garder la ligne, des alternatives naturelles ont fait leur apparition.
sirop d'agave, stevia, ces produits à la mode sont-ils vraiment bons pour notre santé? Du Mexique au Paraguay, nous avons remonté la piste de ces nouveaux sucres naturels et notre enquête nous a réservé quelques surprises. Près de Pau, dans les Pyrénées, Vincent Michaud est un PDG heureux. Il est le numéro 1 du miel en Europe. Chiffre d'affaires 130 millions d'euros, notamment grâce à un flacon très pratique. Notre best-seller dans le miel, que vous connaissez tous. c'est en fait ce produit. Mais le patron ne prospère pas uniquement grâce aux abeilles. C'est lui qui a senti avant les autres la tendance du sirop d'agave. 8 ans plus tard, Vincent Michaud est devenu leader du marché. Le développement des ventes est tout à fait spectaculaire. Ces 7 dernières années, nos ventes ont été multipliées par 10. Donc c'est un produit qui est excessivement porteur. Son entreprise vend aujourd'hui 70% du sirop d'agave consommé en France. 5 millions de flacons sortent chaque année de cette usine, conditionnés sur les mêmes lignes que le miel. C'est parce qu'on faisait du miel qu'il était intéressant de faire du sirop d'agave, parce que c'est des produits qui sont très proches. C'est le même type d'emballage, c'est les mêmes doseuses, donc ce n'est pas un investissement supplémentaire. En fait, cette usine ne fait que remplir des flacons. Dans ces cuves, la marque reçoit le sirop d'agave déjà transformé en Amérique centrale. Premier arrivage de ton nouveau fournisseur? L'importation, c'est la mission délicate confiée à Bernard Sobo. C'est lui qui a fait découvrir le sirop d'agave à son patron il y a 10 ans. Aujourd'hui, il se fournit au Mexique, le seul pays producteur au monde. Dans ce pays-là, moi j'ai pour mission de sélectionner les bons fournisseurs. Je suis responsable des achats et des approvisionnements, c'est-à-dire d'abord de sourcer une matière première totalement conforme à nos besoins. Pour répondre à une demande toujours plus forte, Bernard doit se rendre régulièrement au Mexique à la rencontre de nouveaux fournisseurs. Dans les environs de Guadalajara, le Français a rendez-vous avec l'un des 5 plus gros producteurs du pays. Dès son arrivée, Antonio de Quevedo lui fait découvrir ses champs d'agave. À la clé, un contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour, enchanté. Et l'agave, la voici. Ça, ce sont des agaves qui ont des rendements de 26 kilos à peu près. Cette parcelle, cela fait 2 ans qu'elle n'a pas reçu une goutte de pesticides. C'est du 100% bio. Dans ce champ, les plantes ont 6 ans. Elles sont prêtes à être récoltées à la main. Il faut d'abord couper les feuilles pour ne pas se blesser. Oui, ça peut être très dangereux. Ouais, c'est très coupant. Une fois les feuilles coupées, l'intérieur de la plante se révèle. C'est la piña. Elle peut peser jusqu'à 70 kilos. Au cœur de la plante, les sucres naturels sont concentrés comme dans un ananas. On s'en rend compte parce que tout de suite, les doigts sont collants, mais d'une façon, avec une force terrible. C'est-à-dire que c'est rempli, c'est gorgé de sucre. Ça contient 28-29% de composés sucrés. Et en termes de goût, c'est pas mauvais, mais c'est extrêmement neutre, c'est très doux. En fait, l'agave, tout le monde connaît. Cela fait des siècles que les Mexicains l'utilisent pour fabriquer leur alcool national, la tequila. Ces dernières années, la plante a trouvé un autre débouché en Europe et aux États-Unis, le sirop d'agave. Pour ce produit vendu 10 fois plus cher que le sucre blanc, Bernard va se montrer pointilleux. Il est venu inspecter l'usine de production. Alors là, ce sont les toilettes, les vestiaires. L'usine est parfaitement équipée pour nos employés. Tout commence dans ce moulin. Les agaves sont écrasées et lacérées pour obtenir ces fibres.
Elles vont baigner dans l'eau chaude pendant 3 heures pour en extraire le sucre. Jusqu'à la dernière étape, à l'étage. Là, c'est l'évaporation. On va enlever toute l'eau pour concentrer le sucre dans le jus. À la sortie, le sirop d'agave est prêt à être consommé. Sentez-moi ce produit. Ouais, ça sent très bon. Ah, c'est très très bon, c'est très typique. Ça, c'est du sirop d'agave 100% pur. Le Français semble rassuré par sa visite. Bernard décide donc de passer une première commande sans négocier. 80 tonnes de sirop d'agave pour 200 000 €. Soit 2,50 € le kilo. Il le revendra 5 fois plus cher dans les supermarchés français. C'est bon pour vous? Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est pas le moins cher, mais pour moi, c'est tout à fait clair qu'il faut surtout pas chercher le sirop le moins cher, parce que le sirop le moins cher est presque toujours un sirop adultéré. Un sirop adultéré, cela veut dire mélangé avec des sucres moins chers par des producteurs peu scrupuleux. Bernard rapporte donc ses échantillons en France pour les faire analyser dans son propre laboratoire. Si son fournisseur mexicain triche, le contrat sera immédiatement annulé. Une précaution loin d'être superflue. Comme l'a révélé l'année dernière le magazine 60 millions de consommateurs, le sirop d'agave vendu en France est souvent impur. Sur 13 sirops, 10 sont coupés avec du sucre de canne ou de maïs, des matières premières 10 fois moins chères que l'agave, mais surtout plus caloriques. Résultat, le produit perd tout son intérêt pour le consommateur. Dans les Pyrénées, le sirop d'agave de Bernard, lui, n'a pas été épinglé, grâce à des contrôles réguliers réalisés dans ce laboratoire, qui a coûté près de 2 millions d'euros à son entreprise. Bonjour Bernard. Je t'apporte du travail qui vient tout droit du Mexique. Très bien. Ils vont tester la pureté du sirop d'agave. Patricia Beaune, ingénieure en biologie, utilise une technologie dernier cri pour faire la radiographie de l'échantillon. On va vérifier que tous ces sucres sont bien issus du sirop d'agave. 20 minutes plus tard, les sirops rapportés du Mexique Alors voilà les résultats. sont conformes. Alors est-ce qu'ils sont bons ils sont bons. sirops? Ils contiennent bien 100% de sirop d'agave. Au spectre des... Mais ce n'est pas toujours le cas, comme le montre cette analyse d'un échantillon reçu le mois dernier. Il y a un pic qui témoigne de la présence d'une molécule qu'on ne doit pas retrouver dans le sirop d'agave. C'est signe d'une addition de sirop autre que du sirop d'agave. Alors ça peut être du sirop de maïs, du sirop de blé, du sucre de canne. Un sirop mélangé avec des sucres plus caloriques et donc potentiellement moins bon pour notre santé. Mais s'il est pur, le sirop d'agave est-il vraiment une bonne alternative au sucre blanc? Nous sommes allés poser la question au docteur Alouche, diabétologue à Paris. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je vous en prie, installez-vous. Selon lui, le problème c'est que ce sirop, même pur, contient du fructose qui perturbe notre digestion. Et lorsque le foie transforme le fructose, à ce moment-là, il est obligé de beaucoup travailler. Il y a un travail enzymatique très important. Et quand il fait ça, il ne peut pas gérer les graisses. Donc il met les graisses de côté. Il les stocke dans son parenchyme, dans l'organe, on stocke des graisses. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait le foie gras. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des oies et on les gave avec du maïs. Le maïs, c'est du fructose. Le sirop d'agave doit donc être consommé en petite quantité pour éviter qu'il finisse sous forme de graisse dans notre corps. Mais pour les consommateurs, il y a une autre alternative naturelle, la stevia. En sucrète ou en poudre, cet édulcorant offre le goût du sucre sans la moindre calorie. Originaire du Paraguay, la stevia, c'est cette petite plante sacrée chez les Indiens Guarani. Ses pouvoirs sont quasi magiques. Elle ne contient pas de sucre, mais des molécules au goût sucré, très puissant. Alors comment cette plante devient-elle une sucrète dans notre café?
Pour le savoir, nous nous rendons près de Clermont-Ferrand. C'est ici que Joël Perret transforme la stevia qu'il reçoit des 4 coins du monde. Tout là-haut, vous avez des feuilles indiennes dans les cartons blancs avec l'étiquette verte. Les feuilles bio-stevia viennent d'Espagne. Tous les sacs en papier que vous voyez ici, ce sont des feuilles grecques. Voilà, des feuilles de stevia. Telles qu'elles sont utilisées pour préparer de l'extrait de stevia. Donc des feuilles de plantes séchées, un peu comme des feuilles de thé. Première étape, comme pour le thé, les feuilles sont infusées dans de l'eau chaude pendant plusieurs heures. Objectif, extraire les molécules sucrantes, les glycosides de stéviol. On obtient un liquide coloré de ce type-là, qui contient les glycosides de stéviol, un certain nombre d'impuretés. Là, on est grosso modo entre 80 et 90% de pureté. Après filtrage et évaporation, Joël Perret obtient cette poudre encore jaune. Elle va passer dans une centrifugeuse pour obtenir l'extrait de stevia, devenu très blanc. On a sur la paroi de la centrifugeuse cette fameuse poudre, maintenant de glycoside de stéviol purifié. Cette molécule-là est absolument identique à ce qu'elle était dans la feuille de stevia. On s'est contenté de l'extraire et ensuite de l'isoler, de la séparer des autres constituants pour l'obtenir de manière pure. Ironie du sort, cette poudre est beaucoup trop sucrante, 300 fois plus que le sucre blanc. 17 mg de stevia suffisent pour remplacer un morceau de sucre, l'équivalent d'une tête d'épingle. Alors pour la vendre dans le commerce, Joël Perret a dû trouver une astuce. Donc là, on a le mélange stevia avec un agent de charge, en l'occurrence l'érythritol. Donc ça, c'est le produit fini qui va être utilisable pour les édulcorants de table pour le consommateur. L'érythritol, c'est un additif alimentaire bon marché, sans goût et peu calorique. Il permet de faire de la masse pour diluer le puissant extrait de stevia. C'est ce qu'on appelle un agent de charge. Résultat, même si c'est écrit en gros sur l'emballage, on est loin de la feuille des Indiens Guarani. Dans cette poudre, moins de 2% de stevia. Alors, est-ce vraiment une bonne idée d'en mettre dans votre café ? Pour le diabétologue, la stevia serait en réalité l'ennemi des régimes, comme tous les édulcorants. Dans le cerveau, il peut y avoir un petit conflit. Parce que d'un côté, vous avez une glande qui aime le sucre, qui est ce qu'on appelle le système de récompense, c'est-à-dire que quand on prend ça, on est récompensé. Et puis il y a une autre glande qui compte les calories et qui ne comprend pas ce qui se passe. Parce que d'un côté, le centre de la récompense est heureux, il a sécrété une hormone de plaisir qui est la dopamine, mais le noyau qui mesure le nombre de calories dit « mais je ne comprends pas, le compte n'est pas bon ». Et ce noyau, il garantit votre survie. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se dit « le chef là-haut, il est content, il est tout content, il a eu son goût sucré, moi je n'ai pas mes calories ». Donc au repas suivant, dans 3-4 heures, eh ben, il va vous pousser à consommer plus de tout. Autrement dit, la stevia n'est pas non plus le remède miracle pour garder la ligne. Pourtant, au rayon soda, les industriels n'hésitent pas à la mettre en avant. Même le géant Coca-Cola s'est emparé de la plante pour réduire les calories de sa célèbre boisson. À Cholet, dans le Maine-et-Loire, cette usine fabrique la plupart des sodas des marques distributeurs des supermarchés. 140 millions de bouteilles chaque année. Jean-Claude Olivier est le premier industriel français à avoir remplacé une partie du sucre par de la stevia dans ses sodas. Les produits avec stevia sont des produits que nous produisons de plus en plus pour répondre à cette demande consommateur de produits plus naturels et surtout moins caloriques, comme ce cola qui a 30% de stevia. Comprenez, 30% de sucre en moins dans la bouteille. Le directeur a accepté de nous montrer la fabrication de ce cola à la stevia. Tout commence dans cette zone très confidentielle. Donc ici, nous sommes dans la siroperie, là où on prépare les sirops, c'est-à-dire la base qui va nous permettre ensuite, en diluant le produit avec de l'eau et en rajoutant du gaz, de faire nos boissons gazeuses. Au fond de la cuve,
l'ingrédient principal de la recette. C'est le sucre. Beaucoup de sucre, sous forme liquide. Pour réduire de 30% cette quantité, le fabricant utilise l'extrait de stevia, sans agent de charge cette fois. Cette précieuse poudre blanche coûte 300 fois plus cher que le sucre blanc, mais avec un pouvoir sucrant 300 fois plus fort. C'est un goût très intense, très sucré, avec un arrière-goût réglisse, et qui reste très très prégnant dans la bouche. C'est pour ça qu'on en met très 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 peu. Reste à ajouter les arômes, l'acide, la caféine, les colorants, l'eau, puis à mettre en bouteille. La stevia représente aujourd'hui près du tiers de sa production. Seulement, il y a quand même un problème avec cet édulcorant. Un goût de réglisse très prononcé, une amertume qui ne plaît pas à tout le monde. On va faire le test de stevia. Oui. C'est prêt? Ouais. Cet après-midi, le directeur veut savoir s'il est possible d'augmenter la proportion de stevia de 30 à 45%. Pour le test de stevia. Ses employés vont jouer les cobayes. La stevia, c'est bon pour la santé, puisque c'est 100 calories. Par contre, effectivement, c'est un goût assez perceptible en bouche, qu'il convient de travailler pour essayer de le masquer, sinon ça prend le dessus sur le goût habituel des sodas, des colas en l'occurrence. Dans 2 de ces verres, la recette habituelle à 30%. Dans le 3e, il y a cette fois 45% de stevia. Chacun goûte à l'aveugle dans les 3 verres pour voir s'il y a une différence. C'est vraiment la note stevia qui pourrait être rédhibitoire pour les consommateurs, mais après, bon, je pense que ça peut passer. Comme elle, 3 employés sur 5 ont senti la différence. L'entreprise a donc décidé de proposer prochainement un soda avec non pas 45, mais 40% de stevia. On peut avoir aujourd'hui des boissons naturelles, moins sucrées, moins caloriques, et donc qui permettent de se faire plaisir sans se faire de mal. Cette promesse, tous les fabricants d'édulcorants nous la font. Mais alors, que choisir? La stevia, le sirop d'agave ou la fidélité au sucre blanc? Pour le diabétologue, il y a un bon compromis. Tout compte fait. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux prendre du sucre blanc, de la stevia ou du sirop d'agave? Ma réponse, elle est binaire. C'est soit les 3, soit pas du tout. C'est-à-dire que, soit à ce moment-là, vous avez une dent sucrée, vous utilisez les 3, parce que les 3 à petite dose ne vous poseront pas le problème de l'unidose. Donc il n'y a pas de produit magique. Donc vous mettez ça dans votre café le matin, ça vous l'utilisez pour vos pâtisseries, et puis ça quand vous mangez un yaourt. Voilà, vous aimez ça un petit peu, vous essayez de réguler la dose, et il ne vous arrivera rien. D'accord? Soit, ce que je vous propose aussi, rien de tout ça, et commencer un vrai programme où vous vous dites, bon, eh ben écoutez, je vais essayer d'avoir le goût naturel sucré des aliments que je consomme. N'ajouter aucun sucre dans son alimentation, c'est le conseil de ce médecin. C'est aussi le credo de Philippe Conticini, pâtissier star des réseaux sociaux. Son livre de gâteaux sans sucre est un best-seller. Ce matin, le pâtissier va réaliser pour nous un riz au lait sans sucre ajouté. Son secret, utiliser le sucre naturellement contenu dans les autres ingrédients. Il y a du sucre dans tout, il y a du sucre dans le lait, il y a du sucre dans la crème, il y a du sucre dans le riz. C'est un produit très sucré, le riz. Pour commencer, Philippe fait réduire du jus de raisin. Donc ça, je vais m'en servir comme sucre. On voit que ça commence à épaissir. Vous voyez, ça se voit aux bulles. Elles sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus épaisses. Alors évidemment, on a perdu de la masse, c'est évident. Ça réduit, ça se concentre. Donc là maintenant, je fais attention parce que ça va aller très vite. Ça va passer de liquide épais à très épais, caramélisé très vite. Vous voyez ? Le caramel de fruits permet de remplacer 150 g de sucre blanc normalement prévu dans la recette de riz au lait. Reste à dresser le riz, les fruits et la quenelle de chantilly. Résultat, 400 calories de moins que d'habitude. C'est top. Faut vous goûter. Avec la crème en plus, on a l'impression que c'est hyper foisonné.
quand je fais des desserts sans sucre ajouté à des amis, je leur dis pas. Je leur dis après. Et jamais on m'a dit, tiens, il n'y a pas de sucre. Jamais. Ah, il y a du sucre là-dedans. Le pâtissier a imaginé 70 recettes sans sucre ajouté comme celle-ci. De quoi se régaler sans culpabilité. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Tout compte fait avec encore du décryptage sur les évolutions de la société de consommation. Merci de votre fidélité, c'est la fin de ce nouveau numéro, donc on se retrouve très vite sur France 2 bien sûr, et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux, bye bye.